écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Fidèles téléspectateurs de la première chaîne éducative, bienvenue dans votre émission Droit et Société. Ce soir, nous recevons Ahmed Mohsen Salim, élève avocat au barreau de Moroni des Comores. Monsieur Salim, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Nian. Merci à vous de nous avoir invités sur votre plateau, de nous avoir fait l'honneur de venir discuter sur un thème très important et d'actualité, en l'occurrence l'action de groupe. Mais aussi mes remerciements vont à l'endroit de Télé-École pour tout le travail qu'elle fournit dans la promotion et la vulgarisation de l'éducation et de la science de façon générale. Je suis très heureux d'être parmi vous. Dans un article paru en 2017 intitulé « L'action en défense d'intérêts collectifs », la professeure Ndeykoumba Madeleine Ndiaye, agrégée des facultés de droit à l'UCAD, nous fait constater que l'exercice de l'action en justice est libre, mais cette ouverture est limitée par l'interdiction de la prétention pour autrui. Cependant, la généralité d'un tel principe est ébranlée par l'avènement d'une action dans le vent, l'action en défense d'intérêts collectifs ou l'action collective, mieux, l'action de groupe qui aujourd'hui fait l'objet de notre émission et de notre réflexion. Alors, Monsieur Salim, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui voudraient d'emblée comprendre le thème, comment peut-on définir l'action de groupe? Vous savez, Monsieur Nian, définir un concept, une notion est un véritable casse-tête pour un juriste. Ce n'est pas chose vénielle, chose aisée, mais surtout d'autant plus ou surtout lorsque la dite notion n'a pas fait l'objet de définition légale, car en effet, le législateur français ou les législations qui ont prévu l'action de groupe ne l'ont pas défini. Mais cette absence ou bien cette omission, abstraction de l'artisan des lois n'est pas de nature à annihiler toute tentative de conceptualisation. Ainsi, Serge Guinchard nous définit l'action de groupe comme étant une action exercée par une personne physique ou morale pour représenter en justice un groupe inorganisé de personnes placées dans la même situation juridique. Dénommée class action dans le système anglo-saxon et aussi action collective au Québec, l'action de groupe est définie par le lexique des termes juridiques comme étant l'action qui permet la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs et qui en demandent naturellement la réparation. Concrètement, cette action est ouverte lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire ont subi un dommage causé par une même personne et ayant comme cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales mais aussi contractuelles. Pour faire simple, c'est faciliter l'action d'une personne isolée, victime d'un préjudice peu important, qui, pour ce motif, hésiterait alors à demander réparation. Donc c'est dans l'optique de permettre à ces personnes-là de se réunir et de pouvoir exercer cette action-là pour réunir ces préjudices moins importants afin d'obtenir réparation devant la justice. En fait, d'obtenir réparation devant la justice. Et avant de continuer, peut-être délimiter le champ de notre sujet, en peut-être relevant ce qui différencie l'action de groupe d'autres actions collectives. En ce sens, en quoi l'action de groupe se différencie, se distingue-t-il d'autres actions collectives? C'est une très bonne question parce qu'il est vrai qu'il y a une différence avérée car nous pensons qu'il existe plusieurs actions de défense d'intérêts collectifs. Il y a notamment les deux principales, à savoir l'action de groupe, mais aussi l'action collective. Il faut savoir que le point discriminant entre les deux actions, c'est la finalité. Si l'action de groupe a pour objet l'indemnisation, l'action collective, quant à elle, a pour finalité de faire cesser le manquement ou la violation des droits. Donc, on peut dire alors que la finalité sépare les deux actions. L'action de groupe pour l'indemnisation et l'action collective
pour la cessation du manquement, mais il y a certaines législations, à l'instar du droit français, qui des fois combinent les deux et ils ont un régime un peu particulier. Le régime français qui de temps en temps combine les deux, et justement nous allons quitter la France pour revenir au Sénégal et essayer de savoir si le droit sénégalais admet l'action de groupe. Et en ce sens, Monsieur Salim, est-ce que justement le droit sénégalais admet l'existence de l'action en groupe? Malheureusement, Monsieur Nyon, nous pouvons répondre à cette question par la négative. Donc une réponse négative s'impose. Pourquoi? Parce que jusqu'au moment où je vous parle, le droit sénégalais ne réglemente pas ou ne prévoit pas l'action de groupe. Il existe certes d'autres actions qui permettent à des groupements de pouvoir défendre certains intérêts collectifs, mais l'action de groupe, telle qu'on la conçoit dans le système anglo-saxon de la class action, l'action de groupe stricto sensu n'est pas prévue en droit sénégalais. Et permettez-moi d'y insister parce que nous trouvons ça vraiment dommage que ce type d'action est méconnu du droit de la procédure civile sénégalaise, dans la mesure où il s'agit là d'une action qui aurait permis à plusieurs personnes victimes de préjudices collectifs, ce qu'on appelle les préjudices de masse, à pouvoir saisir les juridictions afin d'obtenir réparation. Sachant que ce sont des préjudices qui, pris isolement, la personne n'aurait pas le courage ou hésiterait à intenter une action en justice. Mais c'est parce que justement plusieurs personnes se trouvent dans la même situation et que le dommage, autant pour moi, a été causé par une même personne. C'est plus souvent un professionnel, ce qui facilite la somme ou la réunion des préjudices afin maintenant de porter l'action de façon collective. Et il est fort dommage dans une société où l'on constate indubitablement qu'il y ait des groupes de personnes qui subissent des dommages et qu'en l'absence d'une telle action, ils ne peuvent malheureusement ne pas agir. Nous pouvons donner l'exemple de l'explosion qui a eu, si je ne me trompe pas, en 1952, l'explosion de gaz à la Sonacos, où beaucoup de personnes ont perdu la vie et que même les rescapés se sont retrouvés avec un véritable handicap respiratoire. Dans ce genre de circonstances, les personnes ayant été touchées par l'explosion pouvaient, si l'action de groupe était réglementée, se réunir et former alors une action pour obtenir une réparation de dommages causés par cette société. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'une telle action n'a pas encore été envisagée ou bien prévue en droit sénégalais. Nous pouvons aussi prendre l'exemple du quartier de Sébikotane, une banlieue dakaroise où nous connaissons, où tout le monde sait qu'il existe une véritable pollution au plomb due à une entreprise de recyclage de batteries de véhicules usagés. Et nous constatons donc que ces personnes-là exposées à cette pollution, qui risquent d'entraîner des cancers, voire des maladies incurables, ils pouvaient, par le truchement de l'action de groupe, saisir encore une fois les tribunaux pour obtenir réparation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne pouvaient pas le faire ou ils ne peuvent pas le faire car l'action de groupe, jusqu'à présent, n'a pas encore été consacrée en droit sénégalais. Et c'est vraiment dommage car je pense que cette action aurait fait beaucoup de bien à beaucoup de catégories de personnes. En France, par exemple, avec la loi de 2016 de modernisation de la justice, nous avons vu que le législateur français, non seulement avait déjà prévu l'action de groupe, mais maintenant a élargi son champ d'application en mettant maintenant en jeu non seulement la discrimination, en matière de discrimination, en matière environnementale, en matière de protection des données à caractère personnel, voire de sauvegarde de droits. Or, nous sommes dans une société dans laquelle nous constatons qu'il existe des catégories qui sont vulnérables et qui méritent d'être protégées ou qui subissent des discriminations. Certes, vous allez me dire qu'il existe des textes, voire des instruments internationaux qui protègent ces personnes. Et c'est la vérité. Mais néanmoins, nous pensons que un droit substantiel qui n'est pas accompagné d'un droit procédural pour sanctionner la violation des droits, c'est comme le disaient certains auteurs,
apprendre du solfège sans jamais jouer d'instrument de musique, ce qui veut tout simplement dire que ça sert vraiment à rien de protéger des droits si on prévoit pas les mécanismes procéduraux qui permettraient maintenant aux justiciables d'intenter ces actions afin d'obtenir la réparation de la violation de leurs droits. Alors, c'est bien noté et bien expliqué. Merci déjà pour la pertinence et pour la bienveillance, monsieur Salim. Donc, vous l'avez bien expliqué. L'action de groupe n'est pas admise en droit sénégalais. Donc, on est d'accord sur ça. Nos lanternes sont bien claires là-dessus. Alors, bien que l'action de groupe n'est pas admise en droit sénégalais, existe-t-il en tout cas des actions collectives que le droit sénégalais permet, en tout cas aux syndicats, aux consommateurs, aux transformateurs, aux consommateurs, en tout cas pour pouvoir intenter une action en justice? Oui, tout à fait. Il existe en droit sénégalais des actions collectives, ou en tout cas des actions de défense d'intérêts collectifs que l'on ne retrouve pas forcément que l'action de groupe. Il existe notamment les actions en matière de droit du travail avec les actions des syndicats, les articles L95 et L98 du Code du travail. Nous, en matière de consommation aussi et du droit de la concurrence, nous avons des actions qui sont réservées à certaines associations de façon restrictive. C'est notamment dans les articles 142 et suivants de la loi 2021 du 12 avril 2021 relative au prix et à la protection des consommateurs, du consommateur. Mais il y a aussi en matière environnementale des actions qui sont prévues pour les associations de défense de l'environnement, notamment dans le code portant la loi du 2 août 2002 porte code de l'environnement en son article 242. Donc le constat c'est que en réalité le principe c'est l'irrecevabilité de telles actions, mais de façon très restrictive le législateur sénégalais prévoit ces actions-là en matière de droit du travail pour les syndicats, de façon très restrictive pour les associations, car il existe beaucoup d'associations, donc de façon très restrictive en matière de concurrence, mais aussi environnementale. Mais il y a aussi certaines actions qui sont prévues ou qui sont octroyées à certains corps professionnels. Donc voilà, donc comme l'aurait si bien dit ou comme l'a souligné à juste titre la professeure Ndeye Comba Madeleine Ndiaye, il existe oui des bribes d'actions de défense d'intérêts collectifs en droit sénégalais. Mais peut-être exclusivement pour les consommateurs, comme vous l'avez dit, pour certains consommateurs, pour les syndicats, pour l'environnement et pour quelques professionnels. Tout à fait. Donc de façon très restrictive. Alors pour ces personnes-là, pour ces associations-là, comment mettre en place, quelles sont les conditions à envisager pour intenter une action en justice justement? En réalité, pour ce type d'action, c'est notamment les actions, on va dire classiques, que l'on connaît tous pour intenter une action en justice, à savoir l'intérêt et la qualité à agir que doivent avoir ces groupements-là, et qui des conditions justement pour des groupements qui ont été, qui sont très difficiles à apprécier, car comme vous le savez, en droit de la procédure civile, le principe c'est qu'on ne peut pas stipuler pour autrui. Donc, raison pour laquelle on était un peu réticent par rapport à l'accueil de telles actions. Mais encore une fois, ce sont les intérêts et qualités à agir. Et pour l'action de groupe, plus particulièrement, il y a certaines conditions qui lui sont spécifiques, notamment le fait qu'il y ait deux ou plusieurs consommateurs ayant subi un dommage, que ce dommage ait été causé par le même professionnel. Et dans certaines législations, comme en droit français, il faut aussi que cette action-là soit exercée par certaines associations agréées, notamment par leur système juridique et leur administration. Par le système juridique et leur administration. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous écoutent depuis la 106.1 sur la chaîne éducative, la première au Sénégal et en Afrique. Vous êtes dans votre émission Droit et Société. Ce soir, nous recevons Ahmed Mohsen Salim, qui est élève avocat au barreau de Moroni des Comores, et comprenez par ça les îles du Comore. Alors, le sujet de notre émission d'aujourd'hui, c'est l'action de groupe. Alors, tantôt vous aviez parlé d'une explosion de gaz au Sénégal, une entreprise, c'était la Sonacos, je crois.
et que ces consommateurs ou bien peut-être ces travailleurs-là de la Sonacos n'avaient pas la possibilité d'intenter une action en justice parce que cela n'était pas envisagé par le droit sénégalais. Et je profite de cette occasion pour donner un autre exemple qui a eu lieu en France avec le fameux Blocktel, les populations françaises qui étaient harcelées par, en tout cas, des centres d'appel qui les appelaient à longueur de journée pour leur vendre des services, pétrole, énergie, etc. Quand ils en ont eu marre de cet harcèlement, mais il y a certains consommateurs, certaines associations qui se sont regroupées pour combattre cela, intenter une action en justice, et cela a abouti par ce qu'on appelle Blocktel, une loi qui entre en vigueur et qui voudrait dire que aucune entreprise n'a le droit d'appeler un Français, un citoyen français sans son consentement. Et que si vous persistez à appeler les citoyens français sans leur consentement, en tout cas des sanctions peuvent être portées à l'égard de ces associations-là. Et ça c'est important parce que c'est l'action de groupe qui permet d'intenter ces genres d'actions en justice. Et justement, je vais revenir au Sénégal. L'action de groupe n'est pas admise en droit sénégalais, vous l'avez brillamment expliqué, mais pour qu'aujourd'hui permettre, en tout cas, donner des bribes aux législateurs, permettre aux citoyens de faire quelque chose, de faire un peu de bruit pour que cela puisse changer, quels sont les avantages véritables de l'action en groupe, M. Salim? Merci pour cette question, M. Nyon. L'action de groupe a de nombreuses vertus. Autant pour moi. Et ces vertus-là ou ces avantages concernent tant le consommateur d'une part, mais aussi l'intérêt général ou l'économie nationale d'autre part. Par rapport au consommateur, il faut savoir que l'action de groupe lui facilite non seulement la mise en œuvre de l'action en justice, mais aussi participe ou en tout cas favorise à son profit l'issue du procès. Par rapport à la mise en œuvre de l'action en justice, l'action de groupe permet notamment aux consommateurs de pouvoir facilement réunir les conditions lui permettant d'agir en responsabilité civile. Car comme vous le savez, en droit de la responsabilité civile, 3 conditions sine qua non sont exigées pour exercer une action, à savoir une faute, un dommage et un lien de cause à effet de droit entre cette faute et ce dommage-là. Lorsque le consommateur est pris individuellement, c'est la preuve de la faute du professionnel ou rapporter cette preuve-là s'avère être une chose très difficile ou très compliquée pour le consommateur, pris isolément bien évidemment. Mais pourtant, lorsqu'il s'agit maintenant d'une action de groupe et qu'il s'agit de plusieurs personnes réunies pour le même préjudice, souvent cette preuve est facile à rapporter et approuver pour mener l'action. Par rapport à l'issue aussi du procès, il faut savoir que l'action de groupe constitue un mécanisme plus efficace de réparation civile des préjudices de masse que les actions individuelles. Pourquoi? Parce que l'action individuelle, souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personne ayant subi le dommage hésite à intenter l'action. Et souvent, pourquoi? Parce que ce choix-là n'est pas anodin. Souvent, pourquoi? Parce que il se rend très vite compte, c'est-à-dire le consommateur, victime du préjudice, il se rend très vite compte que le coût de l'action en responsabilité civile va être supérieur à l'indemnisation qu'il pourrait obtenir par rapport à cette action-là. Donc, raison pour laquelle souvent les consommateurs pris individuellement, encore une fois, hésitent à intenter une telle action du fait que, malgré le fait qu'ils peuvent obtenir gain de cause, même après avoir obtenu gain de cause, l'indemnisation qu'ils pourraient obtenir peut être en dessous du prix qu'ils ont consenti dans, dans l'exercice et la mise en œuvre de l'action individuelle. Alors que lorsqu'ils agissent en groupe, par le truchement de l'action de groupe, ici il y a une mutualisation des efforts financiers et judiciaires, de sorte que ils pourront non seulement ne pas consentir énormément d'argent dans la mise en œuvre de l'action, mais aussi obtenir une véritable réparation. Donc nous voyons ici que l'action de groupe est beaucoup plus
avantageuses en ce qui concerne le traitement des préjudices collectifs ou de masse. D'accord. Donc, s'il s'agit de la personne individuellement qui est victime d'un dommage, on pourrait se rendre compte que, si je comprends bien vos propos, que ce qu'ils gagnent ce qu'ils perdent en termes de gains est beaucoup plus important que ce qu'ils gagnent. Tout à fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, privilégier l'action en groupe devient beaucoup plus importante, plus pertinente et plus avantageuse. Tout à fait. Et maintenant, par rapport à l'économie nationale, très rapidement, en réalité, l'action de groupe a aussi des avantages très importants. Très importants, pourquoi? Parce que elle joue un rôle de moralisation dans les relations dans la société. Du fait que elle joue un rôle dissuasif ou a une fonction dissuasive. Je donne un exemple. Lorsque, par exemple, excusez-moi de la redondance, un groupe pharmaceutique ou un groupe de sociétés ou bien des entreprises qui auraient peur de se voir intenter une action de groupe, eh ben, ils n'auront pas cette audace-là d'aller, par exemple, faire des ententes pour impacter le marché, ce qu'on appelle les ententes prohibées, pour fixer les prix et dominer le marché. Pourquoi? De peur qu'elle soit après poursuivie. Or, comme vous le savez, nous sommes dans une société dans laquelle l'image est très importante. Je vois mal une société laisser une telle action être exercée dans la mesure où elle sait pertinemment que si ça s'ébruite, c'est sa réputation qui toucherait un coup. Raison pour laquelle dans la pratique, souvent, il y a un arrangement amiable qui est trouvé entre l'entreprise et les consommateurs pour justement préserver l'image de la société. Mais pour revenir à ce que je disais, donc cette fonction dissuasive que joue l'action de groupe permet justement une régulation de l'économie nationale et de la compétitivité des entreprises. Donc ici, pour conclure, nous pouvons alors dire que l'action de groupe a des avantages non seulement vis-à-vis du consommateur, mais aussi vis-à-vis de l'économie nationale ou de l'intérêt général. Mais dernière question peut-être, est-ce que les syndicats peuvent utiliser l'action de groupe justement pour défendre l'intérêt d'un de leurs membres? Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en droit du travail, les syndicats, par le truchement des articles L15, mais aussi L98 du Code du travail, disposent d'un droit d'ester en justice leur permettant de défendre leurs intérêts. Par rapport aux syndicats, par contre, la question de préserver ou de protéger leur intérêt personnel ne se pose pas. Bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'un intérêt personnel, naturellement, ils pourront bien sûr se défendre, notamment lorsqu'un individu entre dans leur bureau ou dans leur siège et vole un document ou bien vole quelque chose, ils pourront alors agir en justice. La question maintenant se pose dans la protection des intérêts collectifs. Est-ce qu'un syndicat alors peut agir pour défendre des intérêts collectifs? Si on se réfère à l'article L15 du Code du travail, nous pouvons répondre par l'affirmative en matière répressive où on dit que le syndicat bénéficie ou jouit de tous les droits réservés à la partie civile pour les faits constituant une infraction et qui portent indirectement ou directement atteinte aux intérêts collectifs protégés par ces associations, par ces syndicats. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'un syndicat peut protéger un intérêt personnel d'un salarié? En principe, nous pouvons dire que non, car encore une fois, nul ne peut stipuler ou prétendre nul ne peut prétendre pour autrui, mais l'article L98 du Code du travail prévoit une dérogation ou prévoit ce qu'on appelle une action de substitution permettant au syndicat de se substituer aux salariés et de défendre ses intérêts devant les tribunaux comme seule condition qu'il ait été informé et qu'il ne s'y oppose et qu'il ne s'y oppose pas. Si ces conditions se réunissent, le syndicat peut défendre les intérêts individuels et s'ériger en véritable procureur des intérêts des salariés. Les intérêts des salariés. Merci, Monsieur Salim. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, arrive à sa fin. À vous, chers auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutez et nous regardez depuis la 106.1 sur la chaîne éducative. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, de ce soir, c'était l'action de groupe.
Et vous l'avez compris à travers les explications très claires et pertinentes de Monsieur Salim, l'action de groupe n'est pas admise en droit sénégalais. Alors, Monsieur Ahmed, peut-être vous laissez la parole une dernière fois pour le dernier mot. Peut-être des mots de remerciement encore une fois. Vous remercier Monsieur Nyan de m'avoir invité sur votre plateau. Remercier encore une fois Téléécole également. Mais si vous me permettez, j'aimerais ici faire un petit plaidoyer, car il y a une chose très importante que j'aimerais partager ici, c'est que nous avons fait un constat, nous sommes nombreux à avoir fait ce constat-là, que la place de l'universitaire dans la société est marginalisée. Nous constatons que nos professeurs, les professeurs de nos universités, ne sont pas traités à leur juste valeur. Dans les discussions primordiales et très importantes de nos sociétés, on aurait bien voulu les voir au premier rang, mais malheureusement, la classe dirigeante ne semble pas leur donner la place qu'ils méritent. Nous pouvons citer comme exemple les récentes commissions qui ont été faites dans la réforme du foncier, mais aussi des assises relatives à la justice. Nous avons vu qu'il y a pas mal de noms qui manquent dans ces assises, dans ces commissions, pourtant des professeurs très calés, qui ont produit beaucoup d'ouvrages en la matière et qui auraient mérité d'avoir une place parmi eux, d'autant plus que Monsieur Nyan, incontestablement, ce sont les universitaires souvent qui font bouger les lignes. En France, les meilleures réformes ont été faites par les universitaires. À la Cour de cassation ou dans les différentes juridictions, il siège des universitaires. Mais malheureusement, ici au Sénégal et dans plusieurs pays africains, l'universitaire n'est pas traité à sa juste valeur. Et nous lançons ici un appel solennel aux autorités afin d'y remédier et de donner plus, en tout cas, d'importance et de place à nos professeurs d'université, car nous le savons qu'ils peuvent changer les choses et apporter leur pierre à l'édifice, et je vous remercie. À l'édifice, comme vous avez apporté votre pierre à l'édifice, et nous espérons que ces propositions, que ces cris de cœur ne tomberont pas dans les oreilles d'un sourd. En tout cas, c'est très important, très pertinent. Le développement passe par l'enseignement, le développement passe par les connaissances, le développement passe par les universités. À vous, chers téléspectateurs qui êtes fidèles à votre chaîne éducative, la chaîne qui est au développement de l'éducation et de la formation en Afrique, merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Droit et Société. D'ici là, restez connectés sur toutes les plateformes de Téléécole pour suivre en permanence et en continu l'éducation et la formation. Téléécole, la première télé 100% éducation en Afrique et au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.